bienvenue dans le podcast Ohana Triathlon. Je suis Hermano et je serai votre hôte sur ce podcast. À mes côtés, Olivier De Scuter, le fondateur de la marque Ohana. Tous les jours, en 5 minutes, on vous explique comment lancer une marque de textile de sport et comment performer dans le triathlon. Ce podcast est sponsorisé par Ohana, spécialiste du textile de triathlon, natation, vélo, course à pied. Pour en savoir plus sur la marque, direction ohana.boutique. À tout de suite pour votre première commande. Salut les sportifs, c'est Hermano et je suis heureux de vous retrouver pour le dernier épisode de la semaine. Semaine où nous avons abordé la nutrition au sens large, mais surtout aussi la nutrition appliquée à l'effort, la nutrition appliquée au sport. Pour m'accompagner dans cet exercice un petit peu périlleux et qui amène beaucoup de discussions, eh bien j'ai Olivier De Scuter, le fondateur de la marque Ohana. Salut Olivier. Bonjour Hermano, bonjour à toutes et à tous. Et notre expert de la semaine, à savoir Valentin Lacroix. Salut Valentin. Salut Hermano, salut Olivier. Bon Valentin, on a vu la nutrition au sens large, on est rentré un peu plus dans les détails, on a regardé comment bien s'alimenter les jours, voire là ou les semaines avant une compétition. Et bien aujourd'hui, il nous reste à traiter le sujet de l'alimentation et l'hydratation en compétition. Eh bien oui, le point final, comme on l'a introduit en début de semaine, qu'est-ce qu'on va faire pour ne pas avoir de contre-performance, que ce soit des hypoglycémies, donc un manque d'énergie, des troubles digestifs ou en gros tout ce qui peut causer un abandon et abolir tout ce qu'on a pu faire en amont pour se préparer et pour réussir enfin notre objectif sportif. Je ne sais pas si c'est le point final, hein. La cerise sur le gâteau, c'est quand même une fois qu'on a passé la ligne et puis la fameuse boisson de récupération, non ? On va pas citer la boisson auquel tu penses, je pense Hermano, mais voilà. Non, mais on aura l'occasion d'y revenir, sachant que il me semble que ton conseil n'est pas forcément de se laisser aller à la bonne boisson de récupération juste après l'effort. Bon, on y reviendra tout à l'heure. Là, vraiment, ce qui m'intéresse de développer, c'est vraiment l'alimentation et l'hydratation pendant l'effort. Tiens, déjà, oui, on est le jour de course. Avant même de passer la ligne, qu'est-ce qui se passe au réveil ? Café, tartine au maroilles et c'est parti, ou tu nous conseilles quelque chose d'un petit peu plus léger ? Comme on l'a abordé à l'épisode précédent, on va dire le job est fait, on a déjà mis en réserve suffisamment d'énergie. On va pas non plus se faire plaisir au maximum en mangeant des grandes quantités, des aliments moins recommandables. Ça, on pourra le déplacer un peu plus tard après la course, mais rester sur du basique. Quelque chose qui fait son job, on va dire, qui va nous apporter de l'énergie, qui va surtout nous garantir un confort digestif, parce que voilà, juste avant l'épreuve, on va essayer de finir ce petit déjeuner au moins 3 heures avant. Si on est plus sensible, on peut finir à peu près 4 heures avant. Et si on préfère dormir un peu plus, on peut réduire la quantité pour en fait finir de manger environ 2 heures en avance, mais on restera encore plus sur des aliments digestes, en limitant un petit peu les fibres, en limitant tout ce qui va être trop gras. Certaines associations peuvent être difficiles à digérer, comme le café au lait, des fois le café avec des jus d'agrumes aussi. Plein de choses qu'on peut connaître aussi sur l'aspect scientifique, théorique, mais c'est aussi de trouver ce qui vous correspond à vous et ce dont vous avez aussi testé à l'entraînement. À titre d'exemple, Valentin, le petit déjeuner idéal, bon, on entend bien que ça dépend effectivement d'une personne à l'autre, mais pour toi, le petit déjeuner idéal, c'est quoi ? Pour moi, ça va être un bol de muesli à peu près standard en termes de volume. On va plutôt mettre un lait végétal parce que le lactose du lait est dur à digérer et potentiellement peut être laxatif, enfin favoriser le transit. Un fruit, si on est sensible, on peut plutôt l'avoir sous forme de fruits cuits ou de compote, mais sinon un fruit cru, notamment un fruit bien mûr, peut être tout à fait digeste. Si on se fait des tartines, dans l'idéal, on va prendre un pain ni complet, ni blanc, ni la baguette en gros. Si on est sensible, on peut aussi limiter le gluten, donc avoir un pain sans gluten. Et on pourra mettre un petit peu de miel, un petit peu de confiture, pourquoi pas du beurre aussi qui est vraiment bien digeste. Et voilà, on a déjà une bonne base. Avec ça, on va compléter avec un petit apport en protéines. Donc il peut être du jambon, de la dinde, un œuf par exemple. Et éventuellement, on peut aussi ajouter quelques oléagineux, par exemple en purée qu'on pourrait tartiner, ce qui serait assez digeste aussi. Ok, donc finalement, comme on l'a déjà dit dans les épisodes précédents, la digestibilité est tout aussi importante, voire même plus importante que l'apport nutritionnel finalement du repas avant course. C'est ça, parce qu'en fait, au niveau musculaire, nos réserves ont été optimisées, donc on va plus y toucher parce qu'en fait toute la nuit on est inactif, on fait que dormir, donc les réserves sont les mêmes que la veille au soir. On va simplement refaire ce qu'on appelle le glycogène hépatique au niveau du foie
et en fait faire circuler de l'énergie dans notre sang qui va directement être disponible pour le début de l'effort. Et encore plus si on est stressé, ce qui peut en fait majorer un petit peu notre besoin. Je fais une petite parenthèse parce que c'est vrai que tu parles de glycogène hépatique. Ça vaut peut-être la peine de préciser qu'il y a 2 types de glycogène. Donc il y a le glycogène musculaire qui va être important pour la contraction musculaire, donc ce qui va nous servir pour produire de l'énergie sur le vélo, sur la course à pied et en natation. Et après, on a le glycogène hépatique. Pour rappel, le glycogène, c'est un stockage de sucre, on va dire. Et ce glycogène hépatique va nous servir à stabiliser la glycémie, donc la quantité de sucre dans le sang, mais va jouer aussi tout un aspect sur la fatigue centrale, sur la vigilance, etc. Donc, les 2 compartiments sont nécessaires, que ce soit sur l'aspect performance physique et sur l'aspect performance cognitive. Ce stock de glycogène, effectivement, je pense que c'est un concept qui est crucial en termes de nutrition sportive. Voilà, on démarre la course avec donc un certain stock de glycogène qu'on a optimisé dans les différentes journées et semaines avant la course. Et alors, qu'est-ce qui se passe une fois qu'on a démarré? Comment est-ce que ça se passe en fonction des différentes distances? Et ben sur les courtes distances, on va pouvoir se permettre d'avoir un apport assez faible parce que nos réserves peuvent suffire. Donc ça peut être quelques gorgées de boissons sucrées en cours de parcours peuvent suffire. Mais plus on va aller sur des distances longues, au plus il faut se dire que chaque apport qu'on va manquer, ne sera pas rattrapable. Donc ça veut dire que tout le temps, on va être en train d'anticiper pour ne pas trop taper dans ses réserves et avoir suffisamment d'énergie jusqu'à la fin de la course. Surtout que sur une discipline comme le triathlon, on va finir sur la course à pied où on va avoir un brassage, on va malmener en fait notre intestin avec les chocs de la course à pied. Potentiellement, on peut avoir plus de difficultés à s'alimenter sur la fin de la course. Donc, encore plus important d'anticiper cette prise alimentaire. Tu nous dis de manger 2, 3, 4 heures avant l'effort, avant le départ. On a bien compris que là, sur les semaines précédentes, on s'est bien chargé en énergie nécessaire pour notre course, surtout si on part sur un effort long. Moi, je m'entraîne de plus en plus dans un objectif de défi personnel en 2022. Je me rends compte que j'ai besoin de faire des collations, un petit-déj, une collation à 10 heures, remanger à midi, une collation vers 16 heures pour le dîner ensuite. Dans le cadre d'un jour de compétition où en plus de l'effort, il va y avoir le stress, surtout le matin, si tu nous conseilles de manger 2, 3, 4 heures avant, est-ce que on peut quand même absorber quelque chose en attendant, une boisson d'attente, des oléagineux, une banane bien mûre, ou au contraire, justement, c'est pas le meilleur moment parce que ça va être un peu difficile à digérer. Qu'est-ce que tu nous conseilles? De toute façon, voilà, on a là cette règle à peu près des 3 heures qui va être importante, mais notamment si on est stressé, si on fait une compétition dans un environnement froid, notamment si vous partez tôt pour une compétition, vous allez avoir des besoins un peu plus importants, ou simplement si vous avez faim. Avant votre départ, vous pouvez avoir une ration d'attente, comme tu l'expliquais, et là, vraiment aller vers des produits simples, laisser de côté tous les produits du commerce qui sont vendus pour justement maximiser votre stock d'énergie avant le départ. Ça peut être simplement du jus de fruits que vous allez diluer, éviter simplement le jus d'agrumes qui peut en fait favoriser des aigreurs au niveau de l'œsophage et des remontées acides, mais par exemple du jus de raisin que vous allez diluer, à peu près 1 tiers de jus, 2 tiers d'eau. Ça peut être une demi-banane bien mûre à peu près 1 heure avant le départ. Tout ça, c'est des choses qui seront vraiment digestes, qui vont nous permettre de stabiliser notre niveau d'énergie et potentiellement de le maximiser un petit peu. Surtout sur les épreuves longues, surtout s'il commence à faire chaud, il me semble qu'on perd beaucoup de sels minéraux. Est-ce que tu nous conseilles aussi une petite pincée de sel ou c'est un mythe? Non, justement, le sel va être important par rapport à l'hydratation. L'astuce du petit sachet de sel est très, très intéressante sur le plan du sodium, et donc ne pas hésiter à l'augmenter en cas de forte chaleur. En termes de volume par rapport à cet apport en sel, on va avoir un minimum d'un sachet de sel à peu près par gourde de 500 ml, mais en cas de forte chaleur, de sensibilité à la chaleur, sur des personnes qui ont des petits gabarits, qui sont plutôt à l'arrière du peloton, qui vont mettre plus de temps à finir leur épreuve, on va pouvoir augmenter un petit peu l'apport en sodium en fait pour mieux capter l'eau, mais ça reste pas significatif parce qu'avant tout ça va être le volume qu'on va boire de liquide qui va en fait conditionner notre état d'hydratation, de surhydratation ou de déshydratation. Alors juste pour une petite précision, quand tu parles d'un sachet de sel, c'est quoi? C'est les petits sachets qu'on trouve dans les restaurants ou donc c'est quoi? C'est quelques grammes? C'est ça. En fait, nous ce qui nous intéresse, ça va être l'apport en sodium. Donc ce sachet de sel, c'est 1 gramme de chlorure de sodium. Donc à l'intérieur, on est sur 400 mg de sodium. Et sur des efforts de longue distance, voire très longue distance, on peut monter à 3 fois ce volume à peu près, 3 fois cette quantité de sel.
Et du coup, en parlant d'aliments salés, c'est vrai que souvent on recommande justement sur des plus longues distances d'avoir aussi, en plus du sel dans l'eau, hein, tout simplement, on recommande des barres de céréales, par exemple, salées notamment. Pourquoi? À quoi ça sert? C'est plus sur l'aspect entre guillemets gustatif, parce que si vous partez pour potentiellement 10 heures, voire beaucoup plus de temps d'effort, il se peut que le sucre, que vous n'en ayez plus envie au bout d'un moment, que vous saturiez, que vous ayez du mal à vous alimenter. Donc le fait de varier aussi permet potentiellement de plus manger tout au long de l'effort, et notamment sur la fin de la compétition. Et donc ce qui est un élément primordial pour la bonne finition de cette distance. Donc là, on a survolé beaucoup l'avant-course, le début de la course. Vraiment là, au niveau de l'alimentation pendant la course, alors on va partir sur du mi-long, voire du long, hein, parce que le court distance, tu l'as dit, une boisson sucrée, même à peine salée, suffira largement. Mais si on commence à partir sur les distances 1,9 km de natation, 80 ou 90 de vélo et un semi-marathon à la fin, jusqu'à la distance Ironman, qu'est-ce que tu nous conseilles d'emmener avec nous? Le sandwich au jambon, les barres de céréales, les gels, des sticks de miel. Je pense que plus les distances vont s'allonger, il va aussi y avoir le côté confort et plaisir. Donc, tu parlais du petit sandwich au jambon, pourquoi pas à mi-course, ou voilà, un peu pour casser aussi cette routine. Mais sinon, on va rester vraiment sur des aliments classiques, digestes. Ça peut être des pâtes de fruits, ça peut être une demi-banane. Si on est salé, pourquoi pas manger une pomme de terre bien cuite, qui va être assez digeste. Mais sinon, l'idéal, le plus digeste, c'est le riz. Donc, se faire des petits gâteaux de riz, par exemple, des petites boulettes de riz, par exemple avec soit du riz classique basmati, ou sinon du riz rond, du riz à risotto, qui va aussi nous permettre d'avoir un agglomérat, faire une petite boule qui va se tenir, qu'on peut emballer, avoir dans les poches. Et sur le plan digestif, c'est vraiment la solution idéale. Voilà. Après, on peut la condimenter à l'infini, sucré, salé. On est sur un produit qui remplit son rôle à 100%. Bon, alors si je suis bien ton conseil, on évite le gâteau de riz avec du lait. Hein. C'est les boulettes de riz cuits soit avec du lait végétal, soit avec de l'eau, mais pas avec du lait de vache classique. C'est ça. Sinon, vous risquez de vous arrêter derrière un buisson au bout d'un moment. Pour les petites boulettes de riz, je confirme que c'est effectivement quelque chose que Valentin m'a fait découvrir l'année passée, donc que j'ai pu expérimenter sur une longue distance justement en triathlon, et je dois dire que ça passait très très bien. Moi, j'avais fait des boulettes de riz avec du beurre de cacahuète. Et je dois dire qu'arriver à mi-distance, une fois qu'on a déjà parcouru 100 km de vélo, je dois dire que ça fait beaucoup de bien. Sur l'apport, justement, toi, tu conseilles de manger quoi, toutes les heures, toutes les 2 heures? Alors, encore une fois, on part sur du long. Hein. Et puis, au niveau de l'hydratation, est-ce que tu conseilles de boire une gorgée toutes les 10 minutes, toutes les demi-heures? Par rapport à l'apport solide, l'apport en énergie, on va plutôt être sur 1 à 2 bouchées à peu près d'un aliment, ce qui correspond à une pâte de fruits, une demi-banane, comme on l'a dit, quelques bouchées de riz, toutes les 30-40 minutes, vraiment pour avoir un apport un petit peu continu. Plus on va fragmenter, au plus on va pouvoir mieux utiliser ces apports. Après, on va avoir quand même la boisson qui va nous permettre d'avoir un apport en énergie supplémentaire. Si on part sur une boisson sucrée du commerce ou fait maison, peu importe, on aura un apport constant qui va venir se compléter. Par rapport à la boisson, ce qui va être important, c'est avant tout de boire selon votre soif. Donc la soif, c'est quelque chose qui va aussi s'appréhender et on va aussi apprendre à la connaître à l'entraînement. Mais on est de manière générale sur des apports entre 300 et 700 millilitres par heure d'effort. Mais vraiment boire selon votre soif, et surtout si les distances s'allongent, qu'il fait chaud, ça va vraiment être important. Donc grosso modo, on est sur une gourde d'1 demi-litre par heure. Environ. C'est souvent le conseil qu'on entend, mais voilà, il est intéressant. Après, tout dépend des conditions climatiques, etc. Alors évidemment, il va être beaucoup plus facile de s'alimenter sur le vélo. Hein. On prépare son matos déjà avant de partir. On a l'œil rivé sur le compteur, donc si on a la fonction heure, on voit assez facilement à quelle heure on a pris la dernière bouchée ou à quelle heure on a pris la dernière gorgée. Modulo la concentration qu'on peut avoir pendant une compétition, on arrive quand même assez bien à gérer. Justement, plus on va arriver vers la fin de la partie vélo, prenons un Ironman, 180 km, entre 4h30 et 6h de vélo. Est-ce que donc en arrivant sur la fin de ces 180 km, on va charger un peu plus parce que justement en course à pied, il apparaît difficile de partir avec des boulettes de riz, avec 2 gourdes ou autre. On peut éventuellement avoir une petite ceinture ou des poches dans sa trifonction Ohana, super bien étudiée pour ça. Mais ce sera pas aussi facile qu'en vélo. Donc là-dessus, est-ce que tu as un conseil à nous donner? Voilà, comme tu dis, le vélo, c'est le point crucial du ravitaillement sur un triathlon.
Déjà pendant la natation, on n'aura rien pu avaler. Ah, il y en a qui arrivent à avaler de l'eau quand même pendant la partie natation. Après, boire la tasse, Olivier, tu lèves la main en plus. Je voudrais pas. Non, ça va quand même. J'ai quand même passé ce stade-là. Je l'admets, je suis mauvais nageur, mais je parviens quand même à pas trop boire la tasse. Par rapport à cette discipline du triathlon qui a quand même ses particularités, le vélo va vraiment être important pour refaire ses réserves. En tout cas, essayer de limiter la déperdition qu'on a pu avoir pendant la natation. Donc, dès le début du vélo, commencer à prendre son rythme, voilà, toutes les 30-40 minutes, quelques bouchées. Ne pas hésiter, si on a du mal à finir les courses aussi, à concentrer un peu plus sa boisson, si on la digère, pour avoir un apport un peu plus massif. Parce que le vélo, c'est le moment le plus opportun pour digérer. On va pas comparer à un individu sédentaire, mais par rapport aux 3 disciplines, c'est vraiment le moment opportun. Vraiment avoir de la régularité pendant notre vélo, et à peu près dans le dernier quart d'heure, dernière demi-heure, on va quand même essayer de limiter un petit peu l'apport, surtout en solide, plutôt finir sur du liquide, pour, entre guillemets, préparer notre intestin à la course à pied. Donc vraiment, ne pas hésiter, si ça passe, à presque, entre guillemets, surcharger pendant le vélo pour anticiper la fin du triathlon, notamment sur des longues distances où souvent on dit que le triathlon en fait commence après le semi-marathon, donc sur la fin de course. On dit souvent que la 4e discipline aussi en triathlon, c'est la nutrition, et je pense que ça prend beaucoup de sens justement quand on aborde la partie course à pied. Faut savoir que la majorité des abandons ont lieu à cause de la nutrition. C'est bien ça, Valentin? C'est ça, et notamment avec l'enchaînement de ces disciplines où vraiment, on y reviendra dans le e-book, mais l'intestin, c'est vraiment le maillon faible du sportif, en tout cas le talon d'Achille. Donc voilà, c'est encore plus important de le ménager pour qu'il puisse aussi assimiler ce qu'on lui apporte, ce qui va nous permettre d'avoir suffisamment d'énergie pour être performant et pour finir aussi notre épreuve. D'ailleurs, un petit conseil juste comme ça pour nos auditeurs qui n'ont pas encore pratiqué le triathlon, la transition natation-vélo, c'est un conseil que m'a donné un ami très proche et qui m'entraîne aussi. N'hésitez pas, sans boire, mais juste à prendre de l'eau, à vous rincer la bouche, quitte à cracher sur le vélo. Vous allez forcément nager en eau libre, surtout sur du long, mais que vous nagiez en lac avec une eau qui a pas forcément bon goût, ou même en mer qui va être plein de sel, n'hésitez pas à vous rincer la bouche. Donc là, on a bien compris, Valentin, un petit peu tous tes conseils justement pour pouvoir performer le jour J. Il reste quand même, on en parlait au début de cet épisode, la cerise sur le gâteau, l'après-course. Qu'est-ce qu'on peut faire à l'après-course? En général, on voit tout le monde qui passe la ligne, très heureux, super. On va voir les copains, on discute, on débriefe sous la tente. On a souvent tout un buffet avec tout un tas de nourritures plus hyper caloriques les unes que les autres, et puis aussi beaucoup de choses à boire. Quels sont les écueils à éviter? Déjà, je pense qu'il faut différencier le débutant, en tout cas celui qui va faire sa première épreuve, qui est potentiellement la seule de sa saison, où du coup la récupération aura moins d'impact que l'athlète qui va enchaîner les compétitions. Donc ce moment de récupération, il est quand même primordial, que ce soit pour se faire plaisir, pour fêter en fait sa victoire, ou simplement le fait d'avoir fini son premier triathlon. L'aspect récupération va être important pour refaire ses réserves, pour réparer toutes les lésions, tous les dégâts qu'on a pu avoir sur le plan musculaire notamment, et potentiellement pour se réhydrater si on s'est déshydraté. Par rapport à ça, dans tous les cas, on parle de fenêtre, où généralement on parle de l'heure qui suit l'effort, mais c'est vraiment presque, si on définit la fenêtre métabolique, c'est vraiment jusqu'à 48 heures après l'effort, où on va pouvoir optimiser d'autant plus cette récupération. Donc, il n'y a pas de protocole idéal, mais on sait qu'il y a certains aliments ou certaines boissons qui peuvent du coup interférer avec cette récupération, notamment l'alcool qui va en fait annuler certains processus de reconstruction qui vont en fait perturber la récupération et la bonne digestion. Par rapport à la digestion, au côté intestinal, plus on va surcharger l'intestin, plus on va être fragilisé sur ce point. Concernant l'alimentation, ensuite, comme on a malmené en fait notre intestin pendant toute la course et surtout pendant la course à pied, déjà il se peut qu'on n'ait pas forcément faim. Donc l'idée, et de manière générale, ça va être de grignoter, de picorer des petits aliments sucrés, des petits aliments dont on a envie aussi, parce que c'est aussi important de se faire plaisir. Mais on va quand même rester sur des aliments basiques, assez digestes, un petit peu les mêmes en fait qu'on a retrouvés avant la compétition ou pendant l'effort. Mais on peut, si on est sucré en tout cas, on peut aller vers des aliments plus sucrés, même si on va un peu dans la provocation. Si vous avez envie de manger des bonbons à ce moment-là, c'est presque le moment idéal.
Pensez à l'hydratation, pareil, fragmentez, buvez tranquillement jusqu'au coucher. On a abordé le point de l'alcool qui est plutôt délétère. Et votre récupération, comme on le disait, elle va aller pendant jusqu'à 48 heures, elle va être importante. Donc, dès le lendemain matin, pareil, vous repartez sur ce processus de récupération en ayant des aliments de qualité, en faisant attention à votre apport en protéines aussi, qui va vous permettre de réparer en fait le tissu musculaire, et ainsi de suite. Donc, en fait, on va avoir en récupération les piliers qui sont l'apport en glucides, donc en féculents, en produits sucrés, en fruits, etc. Les protéines, avec des apports de protéines animales de préférence sur le côté récupération musculaire, avec les œufs, la volaille, le poisson notamment. Les produits laitiers si vous les digérez. Et on peut aussi avoir des protéines végétales en complément, les lentilles, les pois chiches, les amandes, etc. Et avec ça, vous ajoutez une bonne quantité d'eau. Éventuellement, vous pouvez compléter avec des eaux minérales, surtout s'il a fait chaud. Donc avec des eaux minérales comme les plus intéressantes vont être la Saint-Thior, la Vichy et la Badois, qui vont nous permettre de reconstituer nos apports en sels minéraux et aussi d'éliminer un petit peu les déchets qu'on a produits lors de l'effort. Si je comprends bien, tu m'as tué là. Donc pas la pasta party la veille de la compétition et pas la choucroute après avoir passé la ligne. Et la choucroute sans la bière en plus, Hermano. Ah merde. Bon ben voilà, c'est foutu. Non mais justement, c'est plaisir, c'est important de fêter aussi notre victoire. Mais idéalement, ce repas plaisir ou cet apéro plaisir, on va plutôt le décaler au moins une douzaine d'heures après. Donc ce qui peut être le repas du lendemain midi ou du lendemain soir. Ce qui nous permet aussi d'optimiser la récupération et de se faire plaisir potentiellement en famille, entre amis si on est encore ensemble. C'est l'idéal. Après, il y a l'équilibre plaisir et performance. Bah écoute, merci beaucoup pour toutes ces précisions. Je le rappelle, la série de cette semaine était consacrée à la nutrition. Comme les semaines précédentes, on attaque une série qui est aussi celle que l'on aborde beaucoup plus en détail dans le livre Ohana que l'on est tous en train d'écrire et que l'on va bientôt proposer à la vente. Donc si vous voulez avoir plus de précisions, n'hésitez pas à aller sur ohana.boutique et puis avoir un petit peu le détail, les contours de ce livre, en plus de pouvoir faire l'acquisition du matériel siglé Ohana, produit par Ohana. Valentin, juste avant de te laisser partir, j'aime bien, comme au début je t'ai donné la parole pour te présenter, là j'aimerais te donner la parole pour nous dire où est-ce qu'on peut te retrouver si on a envie d'en savoir plus, peut-être si on a envie de s'attacher tes services, comment est-ce qu'on te contacte, où est-ce qu'on te retrouve sur internet? Écoutez, moi j'utilise surtout les réseaux comme Instagram, et donc du coup mon profil c'est Diète au fourneau, donc tout attaché, DIET au singulier, fourneau au singulier. Voilà, pour un petit rappel à ma double casquette, cuisinier et nutritionniste. Comme tu disais en introduction, tu encadres les sportifs de haut niveau à l'INSEP et les fédérations pour les amener au plus haut niveau et préparer au mieux leur nutrition. C'est ça exactement. Valentin, merci beaucoup d'avoir participé à cette série d'épisodes. Olivier, merci d'avoir été le co-host de ce podcast avec moi. Je vous donne rendez-vous, chères auditrices, chers auditeurs, la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Et puis Valentin, à très bientôt dans le e-book Ohana. Merci à toi Hermano et Olivier aussi. Et puis à tout bientôt. Yes, ça marche. Merci à tous les deux. À plus. Ciao. Ciao, ciao. Ce podcast est sponsorisé par Ohana. Pour en savoir plus sur les textiles et les valeurs de la marque, rendez-vous sur ohana.boutique. ohana.boutique. À tout de suite pour votre première commande.